Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Vendredi à Dunkerque, le président Emmanuel Macron a annoncé un projet d'implantation d'une gigafactory, à savoir une usine géante de batteries qui sera effectuée par Prologium, un fabricant taïwanais. Le président a également annoncé l'implantation d'un site de production de matériaux pour batteries lithium par une coentreprise entre le groupe chinois XTC et le français Orano. Ces investissements massifs de 6,7 milliards d'euros au total promettent de créer 5 000 emplois. La démarche du président n'a cependant pas manqué d'attirer les critiques de certains industriels. Le président Emmanuel Macron a annoncé vendredi la construction d'une gigafactory de batteries et d'un site de production de matériaux pour batteries au lithium à Dunkerque, marquant ainsi un élan industriel pour la ville du nord de la France. S'adressant aux travailleurs de l'usine Aluminium Dunkerque, Macron a officialisé un investissement de 5,2 milliards d'euros du fabricant taïwanais de batteries Prologium dans la ville. Celui-ci fait suite au lobbying de Macron et à des conditions avantageuses, telles que des prix de l'électricité compétitifs. Macron a également déclaré que le groupe chinois XTC New Energy Materials prévoyait de créer une coentreprise avec le français Orano dans le secteur des batteries dans la ville portuaire pour un investissement prévu de 1,5 milliard d'euros. Le projet XTC Orano se concentrera sur la production de matériaux cathodiques composés de cobalt, de nickel et de manganèse, principaux composants des batteries au lithium. Le président a déclaré que Prologium et la coentreprise XTC Orano créeraient 5000 nouveaux emplois à Dunkerque. Et donc oui, ce que nous sommes en train de faire, et ce que Dunkerque démontre, ce que vous démontrez chaque jour, c'est qu'on peut réindustrialiser le pays, être plus souverain en construisant des solutions industrielles pour nous chez nous, être plus respectueux du climat et construire et créer des bons emplois pour tout le monde. Parce que c'est ce que chacune et chacun veut. De belles paroles qui ont pourtant laissé de marbre Loïc Le Floch-Prigent, ancien président de Gaz de France, ainsi que de la SNCF, qui a fustigé le président. Il est hors sol, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'industrie, il ne sait pas comment l'industrie se développe. L'industrie ne se développe pas comme ça, ne développe pas avec l'argent et avec l'aide, avec des subventions, avec des gens intelligents qui disent faites ci ou faites ça. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose parce que mes clients me le demandent. Par conséquent, je vais faire un produit parce que mes clients le demandent. Le Floch-Prigent plaide ainsi pour une industrie organique émanant des besoins du peuple, qui s'oppose à l'industrie sous contrôle gouvernemental mise en œuvre par le président Macron. Et alors que le gouvernement a décidé d'interdire des manifestations jugées d'ultra-droite, des juristes et des hommes politiques dénoncent ces mesures et estiment qu'il s'agit d'une violation du droit de manifester. Pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il s'agit de prévenir les actes violents, mais pour le porte-parole du syndicat de la police, le gouvernement tente en fait de réduire l'opposition au silence dans les rues. Un reportage signé David Vives de NTD. Dernièrement, le gouvernement a décidé d'interdire plusieurs manifestations et autres rassemblements. Officiellement, cette mesure vise à prévenir les explosions de violence qui ont émaillé de nombreuses manifestations en France au cours des derniers mois. Deux groupes avaient prévu de se rassembler ce dimanche dans la capitale française, à l'occasion de la célébration annuelle de Jeanne d'Arc, figure emblématique du Moyen-Âge. Mais le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire ces rassemblements de groupes qu'il a qualifiés d'extrême droite. Certains experts juridiques considèrent ces interdictions comme illégales, estimant qu'elles portent atteinte au droit de se réunir pacifiquement. Bruno Attal, du syndicat France Police, estime que le gouvernement ne devrait pas cibler des groupes sur la base de leurs convictions politiques. Vous voyez, quand vous me parlez d'ultra-droite, on ne peut pas interdire une manifestation au nom de l'ultra-droite ou l'ultra-gauche. On peut l'interdire selon des faits constitutifs qui font que, par exemple, il y aura un trouble à l'ordre public. Les législateurs du parti du président Macron ont ouvert une enquête afin d'identifier les individus ou les groupes à l'origine des violences commises lors des récentes manifestations. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre d'interdire toute manifestation de groupes d'extrême droite dans le pays. Les législateurs du Rassemblement national ont critiqué le fait que le gouvernement utilise l'étiquette d'extrême droite contre certains groupes, alors qu'il ne qualifie pas d'extrême gauche les militants antifa ou écologistes. Bruno Attal est d'accord sur ce point. De désigner juste l'ultra-droite, alors qu'on sait très bien que, par exemple, dans toutes les manifestations aujourd'hui, vous avez l'ultra-gauche qui casse, qui pille, qui agresse, qui même tente de tuer des policiers, et là, c'est pas aussi équilibré. Donc, il ne peut pas avoir une dénomination au niveau législatif que
que ce soit de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, en dénominant exactement un groupe d'individus qui auraient des sensibilités différentes. Voilà, la loi, elle est pour tout le monde. Les interdictions de manifester se sont multipliées au cours des dernières semaines, alors que de plus en plus de personnes participent à des manifestations spontanées. C'est le cas des manifestations dites casserolades, qui consistent à taper sur des casseroles. Elles ont toutes été interdites sur la base d'une législation antiterroriste. Pour les experts, il s'agit d'un abus de droit. Un syndicat d'avocats a réussi à demander à un procureur de Paris de mettre fin à cette interdiction. Selon Attal, les interdictions gouvernementales s'étendent également à d'autres domaines. Je trouve qu'on a certains abus de pouvoir de l'autorité. Petit exemple, moi par exemple, avec des policiers, on a demandé à manifester car une policière s'était suicidée et on estimait que c'était sa hiérarchie qui était coupable. Eh ben, devinez quoi, monsieur l'Allemand à l'époque nous a refusé la manifestation. Vous voyez ? Donc, il y a de réels problèmes. Moi, je suis plutôt inquiet parce qu'on est régi par des lois et ce ne sont pas les opinions des adversaires du gouvernement qui doivent décider si la manifestation est autorisée ou pas. La seule question à se poser, c'est est-ce qu'elle est légale ou pas. David Vives, NTD Actualité, Paris. À noter que la justice a suspendu ce samedi l'interdiction de manifester prononcée à l'encontre du mouvement Action française qui souhaitait manifester dimanche devant la statue de Jeanne d'Arc. Selon l'institution, l'arrêté préfectoral d'interdiction, je cite, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Et les autorités du monde entier s'empressent d'élaborer des règles en matière d'intelligence artificielle, y compris dans l'Union européenne, où la législation a connu jeudi un moment décisif. La loi européenne sur l'intelligence artificielle pourrait devenir la norme mondiale de facto pour la réglementation des applications d'intelligence artificielle. Les législateurs européens se sont rapprochés de l'adoption de nouvelles règles régissant les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, à la suite d'un vote décisif jeudi. Une commission du Parlement européen a voté pour renforcer la proposition législative phare en vue de son adoption. Après 2 ans d'efforts de la part de Bruxelles, la très attendue loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne devrait être la première législation complète au monde régissant cette technologie. Les nouvelles règles porteront sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, la surveillance biométrique et d'autres applications de l'IA. L'une des raisons pour lesquelles je pense que le moment est vraiment venu de le faire est que nous avons vraiment besoin de garde-fous pour la qualité des modèles parce qu'ils sont déployés à grande échelle, de sorte que de nombreuses entreprises, mais aussi des utilisateurs, vont commencer à les utiliser. Et tout problème de qualité des modèles ou des données d'entraînement se répercutera sur tous les utilisateurs en aval. Dans le cadre de ce projet, les outils d'IA seront classés en fonction de leur niveau de risque perçu, de faible à inacceptable. Les applications les plus risquées seront soumises à des exigences plus strictes, notamment en matière de transparence et d'utilisation de données exactes. L'un des principaux objectifs de l'Union européenne est de se prémunir contre les menaces que l'informatique pourrait faire peser sur la santé et la sécurité, et de protéger les valeurs et les droits fondamentaux. Les législateurs ont décidé d'interdire les outils de police prédictive, qui utilisent des données pour prévoir les lieux où les crimes seront commis et les personnes qui les commettront. Ils ont également approuvé une interdiction élargie de la reconnaissance faciale à distance, sauf pour quelques exceptions liées à l'application de la loi, comme la prévention d'une menace terroriste spécifique. Cette technologie consiste à scanner les passants et à utiliser l'intelligence artificielle pour comparer leur visage à une base de données. Les infractions seront sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu'à 29 millions d'euros, soit 6% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Dans le cas d'entreprises technologiques telles que Google et Microsoft, l'amende pourrait s'élever à des milliards. Le projet de loi fait maintenant l'objet de discussions entre les 27 États membres, le Parlement et la Commission européenne. Le Parlement européen se prononcera ensuite sur le projet de loi final au cours de l'été. Et le ministre lituanien des Affaires étrangères a déclaré que l'Union européenne devait se préparer aux retombées d'une éventuelle détérioration des relations avec la Chine, comme cela pourrait être le cas si un conflit éclatait concernant Taïwan. Honnêtement, je pense que peut-être pas le public, peut-être pas tout le monde, mais au moins quelqu'un doit imaginer la possibilité que le découplage se produise. Non pas parce que nous l'avons souhaité,
comme avec la Russie, non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que si la situation, par exemple dans le détroit de Taïwan, était changée par la force, l'Europe devra réagir et la réaction mènerait à une sorte de découplage. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis vendredi à Stockholm pour discuter des projets de révision de la politique de l'Union vis-à-vis de la Chine. Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, et Olaf Scholz, chancelier allemand, ont appelé à une réduction des risques mais pas à un découplage de la Chine. L'UE s'efforce de rééquilibrer ses relations avec la Chine en tirant des leçons de la politique avec la Russie qui avait rendu l'UE fortement dépendante des importations d'énergie en provenance de Moscou. Selon une proposition du bureau du chef de la politique étrangère, la coopération, la concurrence et la rivalité resteront au centre de la politique chinoise de l'UE. Elle indique également que la concertation avec les États-Unis restera essentielle. Et aux États-Unis, un homme vivant dans la ville de Boston est accusé d'avoir envoyé à Pékin des informations sur des dissidents chinois. Il a été arrêté jeudi. Un Américain d'origine chinoise a été arrêté aux États-Unis. Il est accusé d'espionnage pour le compte du Parti communiste chinois. Les autorités américaines ont appréhendé l'homme à Boston à la suite d'un acte d'accusation émanant d'un grand jury fédéral. L'homme est accusé d'avoir transmis à Pékin une liste de dissidents chinois présents aux États-Unis. L'homme s'appelle Liang Litang, âgé de 64 ans. Il est citoyen américain. L'acte d'accusation indique que depuis 2018, Liang agit en tant qu'agent de Pékin et aurait contacté le consulat de Chine à New York et envoyé des informations sur des personnes et des organisations chinoises à Boston. Liang aurait également envoyé des photos et des informations sur des dissidents chinois aux États-Unis. En outre, les autorités affirment qu'il a recommandé des recrues potentielles à Pékin. Enfin, selon l'acte d'accusation, Liang aurait organisé une contre-manifestation lors d'un rassemblement en faveur de Hong Kong. Il a également pris des photos de manifestants pro-démocratie et les a envoyées à des fonctionnaires chinois. Une manifestante de Hong Kong qui avait participé au rassemblement a réagi sur Twitter à l'arrestation de Liang, se disant soulagée, indignée et déçue à la fois. L'audience de Liang est prévue pour jeudi. Son inculpation s'inscrit dans le cadre d'autres efforts déployés par le ministère de la Justice pour réprimer l'influence chinoise sur le sol américain. Le mois dernier, les forces de l'ordre américaines ont arrêté 2 hommes dans le sud de Manhattan. Selon le ministère de la Justice, les 2 hommes auraient ouvert et géré un poste de police chinois au cœur de la ville de New York, et ce sur ordre des autorités chinoises et plus précisément d'une branche locale du ministère chinois de la Sécurité publique, un organisme gouvernemental chargé de l'application de la loi en Chine. Les 2 accusés vivent à New York. Harry, Lu Jianguang, vit dans le Bronx, tandis que Shen Jinping est basé à Manhattan. Et ce week-end, des milliers de personnes ont célébré la journée mondiale du Falun Dafa qui a lieu chaque année le 13 mai. Le Falun Dafa est une discipline traditionnelle d'amélioration de soi qui comprend des exercices de méditation et repose sur les principes de vérité, de compassion et de tolérance. D'immenses défilés ont eu lieu dans de grandes villes comme San Francisco ou encore Toronto et Vancouver. Vendredi, à New York, ils étaient des milliers à prendre part à la parade. Le Falun Dafa a commencé à se répandre en Chine il y a 31 ans et il est aujourd'hui pratiqué dans plus de 100 pays et régions du monde. Le 13 mai marque également l'anniversaire de son fondateur, M. Li Hongzhi. Notre reporter, Arlene Richards, a assisté à la parade new-yorkaise. Cela fait 31 ans que la pratique du Falun Dafa a été présentée au public pour la première fois. Les pratiquants ont célébré cette journée anniversaire à Manhattan avec une fanfare, des chars et un défilé à travers la ville. J'avais un ami lorsque j'avais à peu près 9 ans. Et quand il a commencé à pratiquer, j'ai remarqué un grand changement. Il avait l'air d'être en meilleure santé. Sa peau avait l'air plus belle. Et j'ai été très impressionné par cela. Il faisait des exercices au parc. Et après un certain temps, j'y suis allé aussi. Je me suis senti tellement mieux après. Ensuite, j'ai commencé à pratiquer et j'avais des maladies et toutes sortes de choses. Et je me sens beaucoup mieux. On vit dans une période où beaucoup de personnes souffrent de maladies mentales, d'anxiété, de dépression. Comme cela m'a guéri, je suis sûr que cela peut vous être bénéfique.
Essayez et voyez comment vous vous sentez après. Et vous savez, cela m'a aussi appris à m'améliorer en tant que personne. Cela m'aide beaucoup et cela aura peut-être le même effet pour vous. J'ai vu un message sur le Falun Dafa dans une publication sur les réseaux sociaux et ça a attiré ma curiosité. Et j'ai commencé à chercher des informations en ligne sur la pratique. J'ai commencé à lire les livres et à regarder les vidéos de Falun Dafa et j'étais fasciné. J'ai cherché à en apprendre plus et en fin de compte, je suis devenu un pratiquant. Je trouve que c'est une pratique très bénéfique pour la santé mentale et la santé physique. Cela m'a apporté de la sérénité. Et en France, à Paris, sur la place des droits de l'homme, plus communément appelée la place du Trocadéro, une célébration qui a réuni une centaine de pratiquants a permis aux passants d'en apprendre plus sur cette méthode. Hélène Tong, présidente de l'association Falun Info France, était à l'antenne pour nous expliquer les bienfaits de la pratique. Le 13 mai de cette année marque le 31e anniversaire de la présentation du Falun Dafa au public en 1992 et le 72e anniversaire de M. Lee Hongzhe, le fondateur de cette méthode, qui est pratiquée dans plus de 110 pays à travers le monde. Moi, en pratiquant, je peux parler de mon expérience personnelle, mais c'est la même, des millions d'autres personnes ont vécu la même chose. En pratiquant Falun Gong, ça m'a permis d'avoir de meilleures relations avec ma famille. Ça m'a permis d'être plus patiente, ils me le disent d'ailleurs, d'être plus tolérante aussi. Et puis, donc ça améliore les relations, c'est très net, c'est très palpable. C'est même dans les premiers jours ou semaines où vous pratiquez, si vous appliquez vraiment vérité, bonté, patience, vous allez voir que ça permet de désamorcer des conflits, d'apaiser des relations, des tensions. C'est vraiment très efficace comme méthode. C'est pour ça que je la pratique depuis aussi longtemps, parce que vraiment ça fonctionne, c'est pas juste de la théorie et c'est très simple à appliquer. Donc c'est mon expérience, mais c'est celle de beaucoup d'autres personnes. On a des meilleures relations, on a plaisir à être ensemble, les gens ont plaisir à être avec nous aussi. Je dis pas ça pour moi, je vois ça autour de moi, les pratiquants de Falun Gong, les gens aiment être en leur compagnie parce que ce sont des personnes agréables, patientes, bienveillante. Craignant que la popularité du Falun Gong ne mette en péril le régime autoritaire chinois, le dirigeant de l'époque, Jiang Zemin, a lancé en juillet 1999 une campagne de persécution à l'échelle nationale. Des millions de pratiquants ont été arrêtés, emprisonnés, torturés et ont même été victimes de prélèvements forcés d'organes. Sur le site web de Falun Info France, la lumière est faite sur une persécution sanglante menée à l'encontre d'un groupe injustement diffamé. Le site a pour objectif de rétablir la vérité au sujet de la pratique et de contrer la propagande insensée perpétrée par le gouvernement chinois depuis le début de la persécution. Quand j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong, pour moi, je cherchais une méthode de sagesse chinoise, de yoga, d'art martial. C'était un peu tout ça que je trouvais dans le Falun Gong. Voilà, bien-être physique, réflexion sur des principes confucéens, bouddhistes, taoïstes, c'est tout ça qui m'a plu. Mais finalement, avec le temps, j'ai remarqué que j'arrive beaucoup mieux à réfléchir par moi-même grâce au Falun Gong, alors que ce n'était pas le cas avant. Ça donne une vraie liberté de penser par soi-même. Pourquoi ? Parce que on vit selon 3 principes qui sont la vérité, la bonté, la patience. Donc dans chaque chose que vous vivez au quotidien, que ce soit un conflit, une difficulté, un obstacle, vous allez vous synchroniser entre guillemets avec ces 3 principes. Donc vous allez réfléchir, vous remettre en question et vraiment réfléchir par vous-même. Et ça, c'est quelque chose que j'observe, un bienfait, comme un effet secondaire finalement de la pratique. Et quand on pense à la Chine, au contexte où il n'y a aucune liberté de pensée, aucune liberté d'expression, souvent les gens comprennent, quand je leur parle lors d'activités ou autres, quand on informe sur ce qu'est le Falun Gong et comment il est réprimé en Chine, imaginez que de 1992 à 1999, le Parti communiste chinois dénombrait lui-même environ entre 70 et 100 millions de personnes qui pratiquaient Falun Gong, c'est-à-dire potentiellement 100 millions de personnes qui sont très libres de penser, très libres dans leur façon d'être, dans la façon de réfléchir, donc qui ont un esprit critique plus aigu. Et ça peut faire peur à un régime dictatorial qui veut contrôler la moindre pensée, la moindre expression.
Ça, les Français comprennent bien que même si ça justifie pas la répression, on peut comprendre que autant de personnes qui accèdent à une telle liberté intérieure, ça puisse effrayer un régime comme le régime communiste chinois. À Paris, sur la place du Trocadéro, les passants se sont dit apaisés à la vue des pratiquants faisant la démonstration de leurs exercices. Moi je trouve ça très émouvant, très courageux et on ressent vraiment une atmosphère, on ressent toute leur énergie, ça met un climat de confiance et de bonne humeur, je trouve. Ouais, c'est très calme, c'est très apaisant et c'est assez surprenant en fait. C'est très très calme. C'est des bonnes valeurs qu'ils transmettent. Là, ils font ça pour de la bonne cause. C'est très courageux de leur part. Donc en fait, ce serait canon s'il y avait ça partout dans le monde. Même dans les écoles, apprendre ça dans les écoles, comme ça les élèves sont plus calmes et après apprendre ça un peu partout. Je trouve ça super d'exprimer ses croyances comme ça et je trouve ça très courageux et je trouve que c'est magnifique. Moi, ça me ferait très plaisir d'en découvrir plus parce que ça a l'air d'être une très belle tradition et je pense que c'est important de conserver les traditions et de les faire connaître aux autres gens. Moi je trouve qu'on ressent vraiment la bienveillance et l'authenticité et ça fait plaisir de voir des gens qui acceptent leurs croyances comme ça devant tout le monde. Je trouve ça assez beau et émouvant. Je trouve que la musique est très reposante et que c'est un beau message qui est transmis dans cette ville de Paris. Je pense que c'est des valeurs qui sont en effet importantes et donc c'est bien, c'est des valeurs qui me touchent et qui me correspondent, je pense. Et donc c'est pour ça que le Falun Dafa, ça a l'air d'être une croyance qui transmet donc toutes ces valeurs et qui a l'air du coup plutôt bénéfique pour la société. À noter que des manifestations similaires ont été organisées dans d'autres villes du monde francophone. Et nous parlons maintenant d'une avancée majeure dans le domaine de la robotique douce. Une équipe de scientifiques suisses a mis au point un réseau d'électrodes souples qui s'adaptent au cerveau. Il pourrait être utilisé pour traiter l'épilepsie ainsi que d'autres troubles neurologiques. Elle s'insère dans le crâne à travers un trou minuscule et se déploie pour s'appuyer sur la surface du cerveau. Il s'agit d'une électrode développée par des scientifiques suisses pour surveiller l'activité cérébrale de manière plus sûre et moins invasive. Nous avons décidé de travailler sur ce projet parce qu'un collègue neurochirurgien nous a demandé de trouver des moyens d'insérer, d'implanter à la surface du cerveau de manière peu invasive, c'est-à-dire en faisant le plus petit trou possible dans le crâne afin de positionner l'électrode à la surface du cerveau. Les travaux ont été inspirés par un neurochirurgien qui souhaitait pouvoir raccorder une grande partie de la surface du cerveau sans enlever toute une partie du crâne du patient. Le dispositif comporte 6 bras et est replié à l'intérieur d'une capsule cylindrique appelée chargeur. Il est si petit et si souple qu'il peut passer par un trou de près d'1 centimètre de diamètre dans le crâne. L'électrode est ensuite déployée un bras à la fois, quadruplant ainsi son diamètre et maximisant le contact avec le cortex. Le matériau souple du mécanisme minimise la pression sur les tissus cérébraux sensibles. Voici un exemple du système lorsqu'il est entièrement déployé. Il faut donc imaginer que cette sorte de fleur se trouve maintenant à la surface du cerveau et que cette petite fiole que vous avez à la surface est un chargement de la structure où, au départ, tous les pétales sont repliés. Le défi consistait à trouver les bons matériaux, c'est-à-dire des matériaux souples, puis des matériaux électriquement actifs. Ainsi, nous pourrions fabriquer des électrodes qui pourraient supporter une grande déformation pour enregistrer les informations provenant du cerveau. Le réseau d'électrodes flexibles pourrait par exemple être utilisé pour fournir des solutions peu invasives à des personnes souffrant d'épilepsie. Le dispositif sera capable d'enregistrer les crises. Les données collectées par l'appareil seront ensuite utilisées pour orienter le traitement. Il a déjà été testé avec succès sur un porc et est prêt à être produit par le fabricant médical suisse Neurosoft Bioelectronics. Et nous restons en Suisse pour parler de pierres précieuses. Une série d'objets précieux sont en effet mis en vente chez Sotheby's, Genève. Parmi les pièces maîtresses de la maison de vente aux enchères, on trouve notamment une bague en diamant Bulgarie d'une grande beauté, ainsi que des montres rares.
Le diamant bleu en forme de poire pèse plus de 11 carats. Il a été porté par l'actrice Priyanka Chopra lors du Met Gala de New York la semaine dernière. Il était serti sur son collier. Selon Sotheby's, cette bague est le bijou Bulgari le plus grand et le plus précieux jamais vendu aux enchères. Sa valeur est estimée à 23 millions d'euros. La vente comprend également une Rolex Daytona de 1969, estimée à 550 000 euros. Si vous avez 100 Rolex Daytona en acier, vous en avez une en or. Et en particulier avec cette combinaison d'une lunette noire, d'un cadran noir et des couleurs de la JPS, surnommée John Player Special, l'équipe de course automobile de Formule 1. Il est très rare de voir cela, et cette montre provient d'un consignateur privé, premier propriétaire, qu'il a eu toute sa vie, depuis la fin des années 1960. Encore plus ancienne, une montre de poche turque du début du 19e siècle en or et en émail. Dans la section bijoux, un bracelet Van Cleef & Arpels attire les acheteurs potentiels avec ses émeraudes gravées. À côté, un pendentif en saphir de forme rectangulaire pesant plus de 130 carats. Il y a aussi le bracelet à motif de serpent enroulé, signature de Bulgarie, et le collier emblématique de diamants, d'onyx et d'émeraudes de Cartier. La vente aux enchères en direct à Genève se poursuit jusqu'à mardi prochain, et des ventes en ligne sont possibles. Les recettes sont estimées à plus de 150 millions d'euros. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing Words, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.genjing.com/fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Demain, c'est Vladia Nuitins qui reprend le flambeau. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.